Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Se rendre compte que quand on laisse les choses doucement tomber dans l'injustice, etc., c'est pas juste une société qui est injuste envers les musulmans, mais c'est une société injuste tout court qui va arriver. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus gros à craindre et qui, j'espère, en fait, les communautés non musulmanes s'en rendront compte aussi et agiront, en fait. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Lubna. Alaikum salam. Comment vas-tu? Alhamdulillah, et toi? Super, super. Je suis heureux de t'accueillir sur cet épisode de Muslim Makers. Plein de sujets intéressants au niveau de la vie étudiante, la situation des étudiants, ton parcours, ce que tu as pu faire et tes projets. Inch'Allah, donc je suis vraiment heureux de t'accueillir. Surtout parce que les étudiants, c'est l'avenir. Donc c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Alors Luna, pour commencer, je vais te proposer de nous faire une courte présentation, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu habites, etc. Du coup, je m'appelle Lubna Reguig, j'ai 24 ans. Je suis en dernière année de master en études européennes et internationales. Et d'où je viens du sud de la France et Marseille plus précisément. Et puis accessoirement, je suis aussi présidente de EMF, donc étudiant musulman de France. Super, ok. J'ai vu récemment que tu as pris un peu les rênes de l'assaut depuis quelques mois, là, début septembre, il me semble, non? C'est ça? Non, début juillet. D'accord. En général, ça change tous les combien de temps un peu le cycle? Donc, donc un mandat national, c'est 2 ans, et un mandat local, c'est-à-dire nos sections, c'est 1 an. Ok. Études européennes internationales, ça veut dire quoi? Non, c'est un peu des relations internationales, c'est un peu tout ce qui est gestion de projets européens, tout ce qui est coopération. Par exemple, moi, je me spécialise en coopération euro-méditerranéenne, donc entre l'Europe, l'Union européenne spécifiquement, mais je peux faire aussi les pays un par un, et tout ce qui va être la zone MENA, donc Moyen-Orient, Nord-Afrique. Ça va être la diplomatie Hmm. ce qui est ONG, etc. C'est un peu, c'est gros, ça englobe beaucoup de choses, mais Oui, voilà. d'accord. Et en général, c'est quoi les débouchés les plus courants? Alors ça peut être, je pense qu'en général, en tout cas dans ma promotion et personnellement, ça va être beaucoup travailler par exemple dans les ONG, ça peut être un policier analyste, ça peut être en tant que advocacy, enfin ouais, advocacy, donc Plaidoyer. plaidoyer, Ouais. ouais, responsable de plaidoyer, ça peut être dans l'UE directement, dans les institutions. Mhm. Euh, Ça peut être dans des entreprises pour tout ce qui est connaissance des lois, des règlements, etc. entre les deux pays, enfin Mhm. entre les deux zones. Et ça va être aussi ingénieur de projet, responsable de projet, ce genre de choses. Cadre. Tu l'as su à partir de quand que tu voulais faire ça et comment t'en es arrivé là? Alors, c'est une bonne question parce que Alors, mon parcours, il n'a pas été très linéaire, je dirais. De base, quand je suis sortie du bac S, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais aussi un peu les yeux plus gros que le ventre, entre guillemets, et je voulais faire un peu de tout en même temps. Classique. Mais c'est ça. Et à l'époque, on avait APB, donc maintenant Parcoursup, et je me rappelle que j'ai pas eu mes vœux. Donc j'avais juste demandé une prépa parce que voilà, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, vas-y, je vais gratter un petit peu quelques années. Le problème, c'est que comme je sortais d'une école en ZEP, qui avait eu très très mauvais enfin, résultat, on va dire, l'année qui précédait et qui était un peu connue pour pas trop réussir au bac, etc. Il y avait une sorte de d'accord entre mon lycée et le seul lycée qui fait enfin, une prépa à Marseille, et pour rentrer en prépa de prépa. Et moi, je n'étais pas d'accord. Du coup, je voulais aller direct en prépa. Je savais que j'étais capable, mais du coup, c'était un non automatique. Donc voilà, je pas eu mes vœux. Donc après, j'ai dû me réinscrire en complémentaire. Et le seul truc qui avait encore, c'était médecine. Donc Mhm. j'ai atterri en PACES, alors que c'était... Si j'avais une liste de choses que je voulais pas faire, clairement,
la médecine c'était dedans. Et donc j'ai fait la Mm. PACES, mais je pense que ça a été très... Enfin, rien n'est dû au hasard, je pense que ça a été très intéressant sur enfin, la gestion du stress, la pression, etc. Parce que clairement, la PACES c'est connu pour être très, très intense, Sélectif, ouais. Tes parents devaient être contents, non? que j'ai fini en médecine. Ouais, J'imagine, oui. Enfin, pas... En fait, mes parents, ils ont toujours été très ouverts. Après, oui, faites ce que vous voulez, épanouissez-vous. Eux-mêmes, ils ont eu la chance de, du coup, de faire des études, de faire ce qu'ils aiment. Donc, non, ça, ouais. enfin, évidemment, ils étaient contents en médecine, c'est pas rien, mais après, il n'y avait pas forcément Une trop fort. pression, ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, je me suis vite échappée de la PACES et je suis allée dans une licence qui était très intéressante et que j'avais très envie de faire et qui s'appelle licence sciences et humanités et qui est en fait une licence transdisciplinaire, en tout cas comment elle se présente, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des cours en sciences sociales, sociaux, anthropo, philosophie, tout ça, et en même temps il y avait des sciences dures, donc je faisais de la neuro, je faisais de la physique, je faisais des maths, et pour le coup vraiment des choses très en profondeur, puisqu'après on peut continuer dans un master de n'importe quel de ces domaines. C'est Donc intéressant, ça, c'est je connaissais pas. ouais, ça existe qu'à Marseille, du coup c'est normal. Je pense Ok. que c'est pas très connu. C'est très, ça, pareil, c'est une petite promo. Échelle humaine, c'était, enfin, 40 personnes à peu près. Euh, donc c'était, ouais, c'était 3 années très enrichissantes, puisque du coup, on apprend des méthodes de différents domaines. J'ai beaucoup apprécié. Mhm. Et, et du coup, en 3e année, je devais choisir où je me spécialise, où est-ce que je vais après ça. Et je voulais donner un peu une couleur internationale parce que quand j'ai fait cette licence, je me suis dit, j'ai toujours eu cette idée de je veux m'engager plus tard, je sais pas trop où, institution, ONG, etc. Mais je sais que je veux m'engager et en faisant cette licence, en tout cas dans mon idée, c'était j'aimerais un petit peu comprendre tous les domaines parce que je pense que tout est lié et j'aimerais faire marcher ces choses entre elles. Et ça devrait pas être des domaines chacun divisés les uns des autres et tout devrait travailler ensemble. Et du coup, en fait, dans cette même, je pense, lancée, mais du coup, cette fois, pas sur, on va dire, les domaines, mais plus sur entre les acteurs, je veux aussi connecter et faire de la coopération entre, du coup, ce qui est souvent appelé Nord-Sud, mais qui est aussi, qui rattache un petit peu mon identité, hein, donc la France, Nord-Afrique avec, du coup, l'Algérie, et l'Asie avec, enfin, la région Moyen-Orient avec la Syrie, du coup, mes trois, on va dire, aspect de mon identité. Et du coup, je me disais que Tu es franco-syrienne? algérienne, syrienne, ouais. Algérienne, syrienne. Française en France, ouais, voilà. Du coup, oui, pour moi, c'était un moyen de continuer sur la lancée, mais d'une autre manière. Mhm. Euh, donc, ouais, je pense que vraiment le cœur, en fait, de tout ça, ça serait la coopération, la collaboration. C'était peut-être pas très clair pour moi au départ, mais je l'ai un petit peu appris au fur et à mesure, Mhm. notamment avec EMF en fait, parce que par exemple un rôle de leadership c'est souvent beaucoup, c'est de l'humain en fait finalement, c'est beaucoup faire travailler ensemble, et ça c'était pas forcément clair pour moi parce que Avec j'ai toujours l'EMF, été tu as dit? ouais, avec EMF. Ouais, étudiant musulman de France, hein, pour ceux qui connaissent pas. On y reviendra plus tard. Et tu as dit, ouais, en rejoignant l'EMF, tu t'es rendu compte plus précisément de ce que tu voulais faire. Euh, je, je pense que ça m'a aussi montré ce que j'aime pas faire dans tout ce qui est mission et rôle, parce que l'associatif, au final, c'est aussi une micro, enfin micro, là, c'est quand même au niveau national, mais ça montre un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le monde du travail. Faut pas négliger, en fait, l'expérience associative. Je sais pas s'il y a Mhm. des études qui écoutent, mais ça apporte énormément de compétences. On apprend beaucoup sur ce qu'on peut faire, mais on apprend à faire des choses. Et du coup, comme j'ai jamais été très, je dirais, travailler en groupe, tout ça, en fait, je l'ai appris sur le coup. Et en fait, ça m'a montré que j'aime justement faire ce lien entre les gens et faire ce travail un peu de coopération. Génial. Est-ce que tu peux présenter l'EMF et nous dire aussi pourquoi tu as décidé de rejoindre l'EMF? Ok. Alors, EMF, donc étudiants musulmans de France, c'est une fédération présente dans à peu près 25 villes en France. C'est une association, enfin une fédération étudiante, association étudiante.
qui aimerait faire des étudiants épanouis, engagés et leaders de la société de demain. Donc, je dirais qu'on a trois missions. C'est d'abord au niveau de la vie universitaire, faciliter le passage des étudiants à l'université, faire en sorte que tout se passe bien. Donc, ça peut se passer par l'aide, par exemple, tout l'accompagnement par rapport à la précarité, etc. Ça va être aussi une autre mission, c'est la citoyenneté. Donc, former des citoyens engagés en société. Donc là, par exemple, on a un pôle formation, mais je reviendrai sur les pôles peut-être un peu plus tard. Et aussi une action sur la diversité. Donc, normaliser la présence musulmane en France, en tout cas des étudiants musulmans. Et pour ce faire, on a plusieurs pôles. Donc, on a un Ça veut dire pôle quoi normaliser? Normaliser la situation des étudiants à musulmans. la Mhm. présence des Juifs en France. Je pense que bah, c'est pas. Je pense qu'il faut vraiment être déconnecté pour pouvoir remarquer que malheureusement, la narration qui est faite sur les musulmans, en plus d'être extrêmement caricaturale, pleine de préjudices, de préjugés, désolé, je l'ai dit en anglais, de préjugés. euh, elle crée un petit peu une sorte de décalage et une sorte de, comment dire, c'est comme si c'était pas normal, c'est comme si c'était pas compatible d'être musulman et français, d'être français de confession musulmane. Et c'est comme si c'était une nouveauté. C'est-à-dire que c'est seulement dans l'émigration là, des années, je dirais, 60-70, enfin, après, post-indépendance algérienne, etc. Et que c'est vraiment totalement inconnu et incompatible. Et quand on part du postulat que c'est euh, inconnu et incompatible, ça veut dire que c'est pas normal et que c'est quelque chose de nouveau et qu'il faut s'adapter, soit s'adapter soi-même en étant plus tolérant, soit faire en sorte que l'autre s'adapte, tout un petit peu le discours de l'assimilation, etc. Or, on considère que c'est normal, qu'on a toujours, qu'il y a une histoire commune, mais surtout qu'il y a une compatibilité qui n'est même pas discutable. Donc, je pense que c'est un peu de ça, la normalisation. Pour donner peut-être un exemple concret, c'est le foulard. Le foulard, enfin, c'est vraiment vu comme anormal, etc. Euh, mais pourtant, en France, on va un siècle avant, peut-être deux, je suis pas très pointue en histoire, mais il y avait des personnes enfin les femmes qui le portaient, c'est pas totalement inconnu. Après, loin de nous de prêcher, par exemple, chacun doit porter le foulard, etc. C'est vraiment une question oui, de présence, normaliser la présence des musulmans en France. Je pense que ça, ça conclut bien et ça résume bien. Donc en fait, ça, ce que j'ai montré, c'est un peu l'objet social de l'association, c'est ce qu'on peut retrouver dans les statuts, c'est le Ouais. basique. Après, on a des pôles pour justement mettre en action cet objet social-là. Mhm. Ça va être le pôle représentation étudiante. On pourrait aussi dire syndical, entre guillemets. C'est un peu ce travail d'élection dans les universités, de représentation au niveau des instances. On a le pôle formation, donc à la fois formation de nos bénévoles pour tout ce qui est gestion associative, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser comme ça, voilà, débrouillez-vous. Ouais. Euh, Ça va être aussi de la formation du coup d'étudiants musulmans pour justement faire ces acteurs, ces citoyens de demain, leur donner des outils justement pour agir pour une société plus juste, pour le bien-être enfin le bien de la société. Mhm. Ça va être un pôle social. Donc là, on aimerait vraiment toucher enfin aider les étudiants sur toutes les précarités. Donc ça peut être précarité alimentaire, mais ça peut être aussi précarité de logement, précarité de santé mentale. Donc on essaie vraiment de Mhm. brasser large en termes social. Et pour le coup, ça c'est un des pôles qui est le plus performant parce qu'on a une expérience de longue date. Et du coup, là, plutôt que le rendre, enfin, on aimerait l'optimiser encore plus, évidemment, mais ça serait aussi le diversifier justement en termes d'action. Et ensuite, on a le pôle culturel, voilà. Donc le pôle Ouais. culturel qui va justement ramener ce côté histoire, ce côté discussion, table ronde, essayer un petit peu, voilà,
de créer un petit peu des questionnements, donner des informations, etc. Donc ça, Hmm. c'est nos pôles. Et ouais, voilà, je pense qu'au fur et à mesure, on en parlera plus de toute façon de MF. Ouais. Quand on se parlait la dernière fois, on parlait un peu au téléphone des problématiques chez les étudiants. Ça a Mhm. évolué depuis quelques temps. Et tu me disais qu'il me semble hein, que il n'y a pas si longtemps, en fait, le MF était plutôt orienté sur le social et maintenant ça commence un peu à changer sur Mhm. les missions. Est-ce que tu peux développer un petit peu? En fait, c'est pas tant les besoins en fait qui ont changé, même si évidemment, notamment avec le Covid, etc., il y a des choses qui ont augmenté. C'est Mhm. plus EMF en tant qu'association qui, pendant quelques temps, enfin longtemps, elle a vraiment, comme je disais un petit peu tout à l'heure, euh, elle maîtrise une sorte enfin ouais, elle a une expertise dans tout ce qui est social. C'est vraiment, on est très présent sur le terrain. On est même parfois appelé par d'autres assos pour justement collaborer sur tout ce qui est question de terrain, tout ce qui est distribution alimentaire. Je pense que en général, la communauté musulmane, en grand, plus généralement, je pense qu'on est très présent sur ces choses-là. Maraude, etc. EMF ne fait pas de maraude, hein, mais je veux dire en général, les questions sociales, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc EMF, justement, sur ces choses-là, on est déjà plutôt bon. Mais depuis du coup, notamment le mandat précédent, on essaye vraiment d'être un peu plus présent sur autre chose qui peut-être on a aussi perdu un moment et où on était là peut-être il y a quelques années, je sais pas moi, 10 ans, quelque chose comme ça, qui est notamment donc la représentation étudiante, être vraiment présent dans les institutions parce que c'est là où on soigne en fait, on agit sur la racine des maux. Par exemple, si je reprends l'exemple de la précarité étudiante, donner des colis alimentaires, c'est bien, mais réussir à faire en sorte que, je sais pas moi, la bourse augmente ou que s'il y a une précarité au niveau des logements, qu'il y a quelque chose qui est fait directement en consultation avec les instances concernées, ça sera beaucoup plus efficace. Donc on aimerait euh, un peu upgrade Ouais. notre action en étant un peu plus présent dans ces espaces-là. Et sur tout ce qui est narration, je dirais normaliser la présence, ça a un petit peu manqué. Et je pense, pas, pas à tort, hein, pas non plus à raison, mais euh, au vu justement de l'actualité, etc., enfin, je pense qu'avant on était un petit peu obligé d'un peu faire profil bas, entre guillemets. Mais là, il y a vraiment un désir de réaffirmation euh, et d'acceptation en fait du M de EMF et de d'agir vraiment sur ce discours, de se réapproprier la narration. Donc ça, c'est par Hmm. exemple une des orientations de ce mandat. C'est vraiment des musulmans qui se connaissent, leur histoire, etc., et une France qui connaît les musulmans. On veut vraiment faire un vrai travail euh, pour voilà rassurer et réaffirmer cette identité française et musulmane, et aussi réétablir un peu une narration de compatibilité entre les deux. C'est vraiment important pour nous parce que ça agit sur la santé mentale, ça agit enfin, c'est tous les aspects en fait de la vie euh, des Français musulmans, de confession musulmane. C'est vraiment ça. La narration et le discours qui est fait a un impact partout. Et pour nous, c'est important de vraiment agir sur ça. Et la formation, on aimerait justement avant, c'était beaucoup plus axé sur la gestion associative, même si évidemment il y avait toujours des événements sur beaucoup d'autres sujets. Là, on l'a vraiment beaucoup plus. On veut faire pas l'inverse, hein, la gestion associative, ça restera, c'est important, c'est un axe important pour le bon fonctionnement, je dirais, de l'asso. Mais à côté, on aimerait vraiment que les étudiants musulmans, ils aient des outils vraiment pour agir en société, à la fois de leadership, de plaidoyer, de négociation. Enfin, pour nous, c'est vraiment important Mhm. euh, de créer des leaders de demain, en fait, Ouais. des actifs. Ok. Donc tu disais que c'est un peu revenu sur la table tout ce qui est remettre un peu le M de EMF, tu vois, musulman. Ouais. Cette problématique, elle est plus globale ou c'est juste vous en tant que, enfin, les leaders de l'association qui ont décidé ça indépendamment des étudiants? Tu me parlais aussi du désir un peu d'assumer son identité musulmane auprès des étudiants. Vous êtes poussé par les étudiants ou c'est une demande?
Je pense que c'est un peu des deux. C'est à la fois une demande, un constat, enfin du coup trois, une demande, un constat qu'on a fait nous, enfin à la gestion, etc. de l'assaut, on s'en est rendu compte, et un désir peut-être aussi de l'équipe. Donc je commencerai peut-être par le constat, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte. Chacun, par exemple, on est chacun dans une ville, donc on va dans nos événements de section et on se rend compte qu'il y a un peu, voilà, on est EMF, mais voilà, on a du mal un petit peu à savoir où on se positionne dans les discussions qu'on a. On voit qu'il y a une souffrance par rapport à ça. Mhm. Ensuite, en tant qu'équipe, je pense que ça sera le plus simple d'y répondre, c'est que nous, oui, on désire faire ce travail-là, puisque à la fois dû à notre constat à niveau enfin, localement, enfin au sein de l'association, mais aussi à l'extérieur, quand on sort un petit peu, on s'en rend compte. Et donc vraiment, je pense un désir unanime de l'équipe nationale. Et enfin, oui, ça c'est remonté euh, par les responsables de section, oui, leurs responsables de pôle, les responsables des bureaux de section, qui finalement, quand on a nos comités nationaux, quand on a nos réunions, nous, on discute de ça et on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur également et on est d'ailleurs content de ça parce que du coup, ils suivent le mouvement et ils comprennent l'importance de cette question-là et à quel point elle est essentielle. Donc oui, Mhm. c'est un peu de tout, finalement. Donc il y a un besoin un peu de plus s'assumer, de pas forcément se cacher et enfin, devenir comme on est, quoi, à la McDonald's. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça et je pense que même niveau asso, on s'est rendu compte que au bout d'un moment, la question éthique aussi, on doit la remettre en place, puisque du coup, cette question de réappropriation du discours, pour nous, elle marche à travers trois axes. Ça va être le culturel, donc ça va être tout ce qui est justement le discours, l'information finalement, parce que le savoir, c'est le plus important, mettre les bonnes bases. Ça va être du coup interne, ça va être l'éthique, revenir sur les bonnes valeurs, etc. Parce qu'on peut pas, je pense, fonctionner et vouloir faire toutes ces choses-là si nous-mêmes, à la base, on n'a pas la bonne éthique. Après, c'est pas non plus faire des cours et faire un petit peu la police, mais c'est voilà, rétablir un bon cadre. Et enfin, bah, tout ce qui est relations publiques, médias, vraiment faire un travail pour créer du contenu. Voilà. Au jour le jour, c'est quoi les plus grosses problématiques enfin, des étudiants musulmans que vous voyez? C'est quoi leur plus gros problème ou choses qui voudraient être réglées? Je pense qu'un des plus gros, et encore une fois, c'est post-Covid, inflation, etc. C'est vraiment la précarité. Mhm. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et quand je dis étudiants, je dis tous les étudiants, hein. Il faut savoir que EMF touche tous les étudiants et a pour bénéficiaires tous les étudiants. On va pas juste aider les étudiants musulmans. On leur demande pas de nous donner une preuve. On aide tous les musulmans, tous les étudiants. Excusez-moi. Mhm. Mais du coup, oui, ça, je pense que ça serait vraiment le premier axe. Et le deuxième, et qui du coup, on est très investi là-dedans, et il y a quelque chose qui se prépare, et je pense qu'on en avait discuté un petit peu la dernière fois, le rapport, etc. C'est les questions de discrimination dans les universités. Du coup, notamment les discriminations par rapport à l'islamophobie. Mhm. Donc, oui, je pense que c'est deux grands axes. Euh, ouais, je pense que ça serait ça. Après, il y en a d'autres, hein, il y en a plein, mais Ok. Donc par rapport notamment, comme tu me disais, le port du voile, prier, ne pas avoir ce genre de choses. oui, 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 ça va être ça. Enfin, ça va même être juste des actions, des agressions, on va dire, à l'université. On Ouais. a par exemple notre rapport, il me semble on avait trouvé que 40% des étudiants en université nous ont dit qu'ils ont déjà été victimes de discrimination, enfin d'islamophobie. 40%, c'est énorme. Et une grosse majorité, je sais plus combien c'était exactement, je crois que c'était 70% au total, il faudra que je reprenne le rapport, hein, je l'ai en plus, qui finalement ont dit avoir souffert de problèmes, de, de, de problèmes mentaux après. Il y en a qui ont même dit être tombés en dépression et avoir eu besoin d'aller en thérapie. Donc c'est vraiment, ça existe.
mais c'est pas reconnu et il n'y a pas d'information là-dessus. C'est pas du tout étudié. Et du coup, pour nous, Hmm. c'était vraiment important à la fois de l'étudier, mais du coup, encore une fois, je pense que je devrais peut-être mettre un contexte là-dessus. C'est que EMF a décidé de lancer une étude en ligne sur l'expérience du coup étudiante. Et le thème, c'était discrimination et islamophobie dans l'enseignement supérieur. Et donc, on Hmm. demande aux personnes si oui ou non elles ont été victimes de discrimination, pourquoi selon elles, donc quel était le motif, etc. Et en fait, et comment ils l'ont vécu, est-ce qu'il y a des personnes qui ont réagi, est-ce qu'elles-mêmes elles ont réagi. Par exemple, ça, on se rend compte que beaucoup ne réagissent pas. Et Hmm. ça, pareil, c'est cette, à la fois cette crainte, mais aussi cette impression que de toute façon, rien ne peut être fait. Euh, et rien, enfin, pas beaucoup de choses sont faites en réalité, hein. Faut se dire que aussi le système de sanctions et de prévention est extrêmement, enfin, il fonctionne pas, quoi. Il n'existe même pas, j'ai envie de dire limite. Hmm. Euh, et donc, en fait, ouais, on a fait toute une étude de terrain. Ouais. Euh, et Inch'Allah, il y a un rapport justement qui va sortir qui détaille ces informations-là, ces données-là, qui les chiffre enfin, hein, et pour de vrai, parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas d'étude qui a été faite, et qui analyse et propose des recommandations, parce qu'on est aussi dans la recherche de solutions. C'est pas faire un constat pour faire un constat, c'est faire un constat et appeler à agir et aider à agir. Donc, et qui sera partagé justement avec les instances concernées, avec les associations et même tous les lecteurs et lectrices qui espèrent le lire. Il sera rendu disponible, Inch'Allah, bientôt. Ouais. Inch'Allah, là, je l'ai sous les yeux. Ouais, j'avais déjà lu les stats. Tu me l'avais envoyé en avant-première. Mm, Un chiffre qui est clairement inquiétant, mais bon, c'est pas non plus surprenant, c'est que la majorité des agressions sont chez les femmes. c'est Euh, ça. Très clairement, il y a ouais, la cible, c'est vraiment les femmes. Là, j'ai 85,6% contre 14,3% au niveau des hommes. Et Mhm. j'imagine que c'est en grande partie par rapport au voile, même si pas tout le monde porte le voile, mais je sais pas quelles sont les raisons, quelle pratique a quel impact. Est-ce que c'est juste le fait d'être une femme musulmane, voilée, portant le voile ou non, ou s'il y a d'autres choses. Mais clairement, ouais, c'est la cible. Les femmes sont plus souvent ciblées que les hommes. Ouais. Je pense que tu as déjà plus ou moins répondu. C'est vrai que parce que c'est une minorité visible, souvent c'est à cause du foulard. C'est parce que aussi le foulard, en fait, il est plus sujet à abus de pouvoir, donc le faire porter ou ne, enfin laisser porter ou ne pas, ou interdire de porter, interdire de porter d'ailleurs illégalement, hein. Par exemple sur les cartes étudiantes, ça va être non, ta photo elle doit être sans foulard, alors que normalement on a le droit. Ça va être en cours de sport, oui, non, non, pas avec le foulard, t'as pas le droit, alors que pareil, hein, il y a des foulards de sport qui existent, il y a plein de moyens de s'assurer, entre guillemets, que la pratique de sport se fait dans les bonnes conditions, tout en portant le foulard. Donc souvent, c'est des abus totalement voilà, arbitraires. Et d'ailleurs, on le remarque parce que souvent, le motif qui est donné, c'est la laïcité, alors que ça n'a pas, ou de la neutralité aussi, ça n'a pas de sens dans ce cadre-là. Ça va être aussi dans les cours, des TD, enlève ton foulard pour l'hygiène, des choses comme ça, alors que pareil, hein, il y a des sortes de charlottes un petit peu, ou des foulards qui permettent de le faire en toute sécurité et respect de l'hygiène. Parfois même en cours magistraux, hein, c'est même pas question d'avoir un cadre spécifique, des fois juste en cours magistral, le prof peut voilà, faire toucher deux mots, que ce soit à travers, ouais, voilà, juste une agression. Ouais, hein, des remarques, Microagression, ouais. Ouais. c'est ça, des remarques ou autres, hein, ou juste sort de mon cours ou des choses comme ça. Et la deuxième raison, du coup, que je pense qu'on peut invoquer, ça serait donc du coup, si je résume la première, plus grosse visibilité, donc enfin, victime plus facile, entre guillemets, et aussi, voilà, c'est des femmes, et souvent, il y a ce côté, enfin, il y a cette intersectionnalité, je pense entre le fait d'être femme et le fait d'être musulmane. Et Ouais. aussi, du coup, la deuxième raison qui, je pense, hein, mais après, encore une fois,
Je suis pas sociologue, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes, en tout cas musulmanes, etc., qui sont dans l'enseignement supérieur que d'hommes, donc qui continuent leurs études. Donc je pense aussi que ça peut potentiellement être dû à ça. Ouais. Ouais, mais surtout que je pense que les agressions physiques, tout ça, c'est plus facile de. C'est clair, quoi. Tu peux porter plainte, etc. Mhm. Mais c'est les microagressions qui sont les plus dures à traiter, quoi. Quand on fait une petite C'est ça. remarque par-ci, un petit truc par-là, on peut se dire que non, mais ça, on va pas faire un scandale juste pour ça. Mais comme tu disais plus tôt, ça atteint au niveau de la psychologie C'est ça. et je pense que ça demande aussi beaucoup de courage de réagir par rapport à ça. Ouais. Sur le coup, surtout, parce que déjà, on est surpris. Et en Mhm. plus, ouais, on ne sait pas comment réagir. Peut-être qu'on y réfléchit plus tard et ça affecte. Et ouais, je Mhm. pense que c'est aussi un manque de. C'est en partie, je pense, c'est pas un problème parce qu'au final, c'est l'agresseur qui en faute. Mais je pense que les seuls moyens de bien réagir par rapport à ça, c'est d'être un peu formé, comme tu disais, par rapport aux lois et tout. Et Mhm. aussi être préparé à réagir en amont si on est sujet à ce type d'agression. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est par exemple, c'est quelque chose que EMF veut mettre en place, hein, des formations à la fois pour savoir accueillir des témoignages, parce que c'est pas quelque chose de facile et c'est pas quelque chose de d'intuitif. Il y a toute une empathie et un safe space à créer. Donc comment du coup voilà enfin accepter, écouter les témoignages, comment soi-même réussir à savoir connaître ses droits et comment savoir agir, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer également et qui qu'on pense être nécessaire, fondamental en fait à mettre en Ouais. place. Non, c'est top. Et vous pensez que vous êtes les seuls à faire ça, peuvent être capables de faire ça à grande échelle? Vous pensez que d'autres Euh, associations font ça? alors, grande échelle, oui, parce qu'en fait, EMF, c'est le seul acteur, en tout cas étudiant musulman, euh, qui existe, on va dire, à une si grande échelle nationalement. C'est-à-dire que tu peux trouver des petites assos musulmanes dans, voilà, dans l'université même, localement, dans une ville, mais aucune aussi grosse. Pour l'instant, on est vraiment le plus gros qui existe. Ensuite, je pense qu'en termes de skills et de justement cette expérience, parce qu'on a Compétences? plus de 30 ans, hein. Ouais, voilà, merci. Ces compétences en termes, enfin, on a plus de 30 ans, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'au final on a commencé à maîtriser, ce qui n'est pas forcément le cas peut-être. Après, j'ai pas envie de parler d'autres assos que je connais pas, donc c'est peut-être pas très. Euh, Mais oui, je pense que on est pour le coup, en termes de faits, hein. Aujourd'hui, c'est une réalité. EMF est celui qui peut toucher le plus et c'est celui qui est, selon moi et selon ce que je sais, parce que évidemment, on a un peu une connaissance hein, des autres assos qui existent dans cet écosystème, hein. On est les seuls qui proposent ces formations-là et on est les seuls avec cette orientation-là qui cherchent justement à donner justement les outils pour agir. Et on est aussi les seuls, en tout cas les premiers, j'espère les premiers, dans le sens où il y en aura d'autres qui le feront, à faire cette étude, puisque justement il n'y en a aucune autre qui existe. Ouais. Maintenant, on connaît tous le CCIE, ex-CCIF. Avant, ils le faisaient. Ils faisaient des formations juridiques, entre guillemets, sur comment réagir. Je sais que j'ai participé à une fois. Donc, est-ce qu'aujourd'hui ils le font toujours en France? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Peut-être dans leur site en ligne, je sais pas, pour les adhérents, mais je sais pas s'ils le font encore, les formations, puisque du coup, ils sont plus en France. Hmm. Euh, donc oui, je pense qu'on est les seuls à proposer ça aujourd'hui. Oui. J'espère qu'on fera pas les seuls, en tout cas, dans le futur, mais pour aujourd'hui, oui. Oui. Top. Euh, donc le rapport par rapport à l'islamophobie et des chiffres importants. Mm. Moi, je ne me connais pas beaucoup par rapport à ça, mais souvent on s'est dit que, enfin, il me semble, hein, je sais pas trop, qu'il faut faire attention avec les sondages en fait. Mais je sais pas c'est quoi les critères, genre. Je sais pas si c'est par rapport au recensement ou à autre chose. Euh, donc là, vous faites un sondage chez les musulmans. Tu sais, c'est quoi la limite à ce qui est possible de faire, à ce qui est pas possible de faire? Ok. Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent. D'abord, on fait pas un sondage chez les musulmans, on fait un sondage chez les étudiants, parce qu'en France, il y a une loi qui interdit de faire des recherches ethniques, sur base ethnique, religieuse, etc.
Donc à aucun moment on dit êtes-vous musulman? Oui, non. On fait plutôt est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous avez été voilà vous avez été victime de Victime, discrimination? ouais. Voilà. Et si oui, selon vous, quelle raison? Est-ce que c'était une raison, par exemple, par rapport à vos origines? Est-ce que c'était par rapport à votre religion? Est-ce que c'était par rapport à autre chose? Donc, il n'y a pas que ça. Euh, Enfin, il n'y a pas que... Oui, on va pas directement cibler les musulmans et leur dire, Eh, est-ce que tu es musulman et est-ce que tu as été victime? C'est vraiment en général. Et, euh, et ensuite, euh, donc ça, c'était pour le sujet musulman ou pas. Ça a été fait en ligne. Et donc, en sociologie, souvent les critères, enfin tout ce qui est question de sondage, etc., d'abord, c'est l'échantillon. Donc, il faut que l'échantillon soit représentatif. Euh, Évidemment, aujourd'hui, en tout cas sur nos réseaux sociaux, les premiers qui sont abonnés, les premiers qui ont accès à notre contenu sont souvent musulmans. C'est une réalité, hein. C'est parce que forcément, je pense que le EMF, et je le sais parce que du coup, quand j'en parle, enfin, à la fac, avec mes potes, etc., et ils me disent, ouais, bon, bah, c'est EMF, quoi, je vais pas rejoindre, enfin, qui sont pas musulmans, du coup. Je vais pas rejoindre, et je leur dis, mais en fait, si, tout le monde peut rejoindre EMF, c'est pas une question, c'est pas une question, c'est pas parce que c'est étudiant musulman de France que si t'es pas musulman, t'as pas forcément accès, à l'assaut, à ses services, etc. Mais c'est sûr que, ben, la réalité est que, il y a plus de musulmans. Donc, notre échantillon, je pense que, en termes de résultats et en termes de ce qu'on cherche, c'est-à-dire discrimination et islamophobie, on tape en plein milieu. C'est-à-dire que si je commence à sonder des personnes qui sont par exemple qui n'ont pas d'appartenance religieuse, qui sont pas musulmans du coup, et qui n'ont pas par exemple des origines, on va dire nord-africaines ou autres, bah les résultats que je vais avoir, ils vont pas être représentatifs du coup de cette souffrance qu'on essaye de mettre en avant. Donc je pense que en termes d'échantillon, on est plutôt représentatif. On a eu 490 réponses. On aurait aimé plus. De toute façon, le rapport, il y aura plusieurs éditions. Donc, Inch'Allah, les chiffres vont grandir. Enfin, vont grandir. J'ai pas envie de dire j'aimerais qu'il y ait plus de discrimination, mais ce que je veux dire, c'est que le- les résultats finaux seront beaucoup plus précis. Plus on a de réponses, plus ils seront précis. Même si, et j'espère, si les réponses sont non, j'ai pas été discriminée, parce que du coup, le 40%, le 60%, il va se raffiner et il va devenir beaucoup plus clair et précis sur la vraie situation. Là, on a un petit groupe de 490, c'est pas négligeable, euh, mais ça peut être encore plus précis, évidemment, à l'avenir. Hmm. Autre chose, le deuxième, je dirais, aspect en sociaux, du coup, pour les chiffres, ça va être arrondir à la décimale, etc. Et donc, il y a une marge d'erreur. Donc, la marge où on a un petit peu voilà, fermé à chaque fois les chiffres, et donc dans le calcul et dans ce qu'on présente, il y a une sorte de petite marge. En général, quand on regarde des sondages de l'IFOP ou autre, tout en bas, il y a écrit en tout petit plus ou moins 0,3%, plus ou moins, voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est le deuxième, on va dire, élément quand on fait ce genre de choses. Et le dernier, ça va être les questions. Est-ce qu'elles sont orientées ou pas? Et là, c'est là où en fait on remet en question les sondages, c'est-à-dire que on peut trouver des sondages qui sont un peu entre guillemets malhonnêtes, qui vont orienter les questions pour faire dire ce qu'on a envie que les gens disent. Ouais. Et, euh, et souvent aussi ne pas proposer l'option je n'ai pas d'avis. Par exemple, on peut très bien ne pas avoir et souvent pas d'avoir d'avis, j'ai même pas fini ma phrase. Et souvent on va proposer soit oui j'ai un avis et voilà il est extrême, soit enfin deux opinions extrêmes. Et on va pas proposer une alternative qui est soit bah, mon avis bah voilà il est beaucoup plus modéré ou j'en ai pas. Donc nous, pareil, hein, on a fait très très attention pour que nos questions soient les plus neutres possibles et les moins orientées possibles, quitte à faire un très long, parce que c'était tout un formulaire, hein, c'était un très long oui-non, décrit d'une échelle de 0 à 10 comment tu l'as vécu, et ensuite redécrit exactement avec des mots ton vécu, on a pu faire un nuage de mots, de choses qui revenaient, donc il y avait beaucoup par exemple humiliation, désespoir, enfin ce genre de choses. Donc oui, je pense que en termes de critères sociologiques, enfin bien faire, je dirais, on était dans les rouages. En tout cas, moi, je sais que ce que j'ai appris en licence, puisque du coup, on avait de la sociologie, ce que j'ai appris, je l'ai appliqué, puisque je faisais partie de l'équipe qui a mis en place le sondage. On a essayé de l'appliquer, et dans l'analyse de résultats, on a aussi essayé de le mettre en place.
Donc, Inch'Allah, c'est plutôt bien fait. Génial. Je pense que c'est clair. Mm. Par contre, du coup, est-ce que vous pourrez faire, parce que là, dans votre rapport, vous mettez clairement islamophobie. Mhm. Euh, mais du coup, c'est valide ça ou pas si vous voulez l'utiliser pour... Ouais, non, je vois. Alors, oui, puisque par contre, il faut le définir. C'est-à-dire que l'islamophobie, il y a plein de définitions. Il y en a plein, et nous, on a décidé d'en choisir une qu'on considère comme être la mieux, celle qui explicite le mieux. Je pourrais pas te la dire en détail là tout de suite, puisque je l'ai pas en tête. Mais il y en a plein. Il y en a une faite, choisie par l'Union européenne, enfin le Conseil de l'Europe. Il y en a une qui existe, enfin écrite par l'ONU. Il y en a une donnée par le CCIE. Elles se rejoignent toutes. Mais il y a voilà, il y a des petites différences qui font parfois aussi, voilà, qui, qui, qui créent un gros impact, on va dire, sur comment on considère. Maintenant, l'islamophobie, c'est reconnu, ça existe, c'est défini. Il y a des journées mondiales d'ailleurs d'action contre l'islamophobie, par exemple en Europe, et à laquelle d'ailleurs on a présenté un petit peu en avant-première notre rapport. Il y a une journée mondiale faite par l'ONU contre l'islamophobie. Donc l'islamophobie en soi, il est reconnu. Maintenant, dans notre rapport, le titre c'est discrimination et islamophobie dans l'enseignement supérieur, c'est très clair. Hmm. Et quand on parle de discrimination, on parle de discrimination à caractère islamophobe. Juridiquement, il me semble que c'est le terme qui est utilisé. Donc on s'assure voilà d'utiliser des termes qui sont acceptés. Maintenant, si dès le départ tu définis, et c'est ce qu'on fait en introduction de notre rapport, en général, normalement, on voit clairement de quoi on parle. On pourrait l'appeler ce qu'on veut. Si on définit au départ, on peut l'appeler même banane, et puis on définit au départ voilà ce que c'est. Ça sera très clair tout au long du rapport, et ça remet pas du tout en cause les informations qu'on partage. Ouais, d'accord. Mais je vois pas comment est-ce qu'on peut faire un rapport qui soit compris en tant qu'islamophobie si on ne sait pas que Mhm. la population est vraiment islamophobe ou pas islamophobe mais victime d'islamophobie. Est-ce que c'est parce que le rapport il est plutôt partagé dans les commissions européennes et que là-bas ils sont moins lourds par rapport à ça? Ou est-ce que c'est possible de l'utiliser même en France pour faire du plaidoyer? Ah oui, oui. Ah, mais nous, clairement, notre première cible, c'est les institutions françaises, puisque l'étude qu'on fait, c'est dans les universités et dans l'enseignement supérieur en général, français. Donc, ça va pas vraiment marcher sur, par exemple, je sais pas moi, les universités italiennes ou des Pays-Bas, etc. Donc, clairement, nous, notre rapport, notre première cible, encore une fois, c'est les universités françaises. Donc, Inch'Allah, il y aura un mail avec le rapport qui sera envoyé aux universités, partagé avec eux, partagé avec les chargés de discrimination quand il y en a en université, c'est pas toujours le cas, partagé, pourquoi pas, avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous, enfin, aussi les associations, associations étudiantes et associations contre les discriminations, nous, notre objectif, c'est une action en France. C'est une action sur les universités françaises, sur l'enseignement français. Donc, oui, enfin, on peut le partager avec ces personnes-là. De toute façon, c'est nécessaire qu'on le fasse. Quelle que soit la réaction en face, au bout d'un moment, faut le faire parce que ben voilà, y a rien qui est fait. Et si on commence à se dire oui, mais ils vont pas accepter, etc., personne ne le fera jamais, rien ne va bouger. Et de toute façon, comme je l'ai dit, il a été fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas de raison que ce soit remis en question sur le plan, on va dire, académique. Il n'y a pas de raison pour que ce soit remis en question dans tout ce qui est enfin, même l'intention et la dynamique, puisque l'intention, comme je l'ai dit dans ce rapport, il y a des recommandations. Il y a vraiment un désir de co-construire une université beaucoup plus ouverte et qui est dans le respect finalement des droits de l'homme. Et on se dit France, pays des droits de l'homme. Au final, on fait que ramener ça à nouveau, hein. Je pense que ça sera forcément critiqué, ça sera forcément pointé du doigt, mais toujours par les mêmes. Et en fait, qui pointent ça ou qui pointent l'inaction, hein, en soi, ils pointent tout ce Ouais, qu'ils veulent. Mais je pense, oui, que ça va être écouté. Enfin, en tout cas, j'espère, hein. Nous, on fera ce qu'on peut. Euh, mais ouais, Inch'Allah, on verra. Inch'Allah khair. Inch'Allah khair. Ouais, en tout cas, je vous félicite pour cette action. Est-ce que ça, c'est quelque chose
qui a aussi changé au niveau de l'association, parce que clairement, là, ça demande un effort, et puis tout le monde saura que ça vient de l'EMF, etc. Donc, vous attendez un petit peu un retour qui peut être assez violent, peut-être, ou pas du tout. En termes de réaction, évidemment, on s'attend à des réactions violentes. Ça, on n'est pas, bah, on n'est Pas pas dupe. idiot, c'est ça, on n'est pas dupe, on sait que ça va arriver. On n'est pas naïf, c'est surtout ça, on n'est pas naïf, on sait que ça arrivera. De toute façon, on a l'intention de le médiatiser, on a l'intention de le partager, de faire du bruit autour. Donc on sait qu'il y aura des réactions. Maintenant, quand on sait qu'il y a des réactions, il y a deux choses. Déjà, on s'y prépare, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, et on l'accepte. Et on a un tawakkul finalement. Et, l'aspect préparation technique, entre guillemets, on est en train de la mettre en place. Et l'aspect tawakkul, etc., ça, justement, c'est un aspect enfin, qu'on a un peu discuté, enfin, un peu discuté que moi j'avais l'impression de discuter justement en réunion. On y était avant-hier, on a fini notre réunion d'équipe nationale. Il y a eu deux étapes, en tout cas pour moi personnellement, avec mon équipe. C'est que la première, ça a été quand on a eu cette discussion de qu'est-ce qu'on veut faire en tant que MF, à quel point on veut assumer à la fois EMF, assumer le M et essayer d'être vraiment actif sur les questions d'islamophobie. Et nous, en tant que personne, comment on va le vivre? Je pense qu'on l'a pas forcément beaucoup discuté, mais on l'a quand même un petit peu abordé. C'est-à-dire que, en fait, EMF va s'en prendre un coup, oui, mais EMF derrière, c'est des humains, euh, et ça peut avoir un impact sur eux. Et je pense que ça, c'est par exemple une des choses qui, en tant que responsable de l'équipe, me tient le plus à cœur et qui me travaille le plus. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal de me dire, bon, ben, je vais faire passer mon équipe par ça, quoi. Ils vont peut-être en souffrir. Mais en fait, on a eu une discussion il y a pas longtemps et il me disait, mais Luna, t'es pas notre psy enfin, t'inquiète pas, t'es pas obligé de nous, limite, nous materner. Et finalement, c'est une responsabilité que eux-mêmes veulent prendre et j'en suis très heureuse et fière. On verra, Inch'Allah khair. Enfin, je pense que ils sont tous les membres de l'équipe, alhamdoulilah, ils sont tous très forts. Évidemment, si on n'est jamais prêt vraiment pour ce genre de choses, euh, mais, euh, mais Dieu est avec nous et on est là les uns pour les autres. Je pense, ça, c'est une chose aussi qui est revenue à la réunion, c'est que on se partage le poids de la responsabilité. Ça, c'est c'est Abdou Samad qui l'a dit, qui du coup est passé dans l'émission, qui nous a dit au final, il y a un gros poids, le poids de la responsabilité, et pour le rendre plus léger, en fait, il faut se le partager, il faut pas que chacun le porte seul. Donc, au niveau humain, Inch'Allah, j'espère on se va se serrer les coudes et on va se partager un petit peu cette responsabilité-là et cet impact-là qui sera certain. Après, en termes d'organisation et d'association, ce que je veux dire par organisation, c'est un vrai travail technique, un vrai travail voilà, de préparation. Je pense comme tu l'as dit, il faut pas être dupe. Donc nous, on sait très bien quel impact ça peut avoir. Enfin, très bien. Il y a toujours des points morts qu'on voit pas, hein, mais on se prépare vraiment à tous les niveaux pour les réactions. Mhm. Mhm. Pardon, j'ai perdu ma voix. Euh, Moi, tu sais, je pense qu'il y a, en dehors de la communauté musulmane, Mhm, il y a un vrai, on vit dans une période où il y a un vrai réveil, parfois un peu mhm, exagéré, mais souvent valable. C'est par rapport au mhm. wokisme, ce genre de choses, tu vois. Ouais. On a plein de minorités qui se lèvent contre certaines injustices. Et Mhm, je pense que là aussi, les musulmans en font partie. mhm, Et en parallèle, il y a aussi ce phénomène de quête de sens aussi. Euh, mhm, Tu vois, retrouver du sens dans son travail, retrouver du sens dans plein de choses, mhm, retrouver du sens dans sa religion, à quoi ça sert que je sois musulman, qu'est-ce que ça veut dire, et mhm, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de me cacher pour quoi que ce soit. Et par rapport au wokisme, c'est vraiment un peu quelques minorités, enfin même des grosses minorités. Tu vas avoir le Black Lives Matter,
Mhm. Tu vas avoir la communauté LGBT, communauté végane, végétarienne, etc. Et Mhm. là, ça arrive un petit peu dans la population musulmane. Et notamment, moi, j'ai pu voir que c'est principalement chez les jeunes, en fait. Mhm. Enfin, ils assument beaucoup plus leur identité, tu vois, que peut-être les générations antérieures. Mhm. Il y a l'air d'avoir un gros shift qui se prépare, un gros changement qui se prépare du côté des musulmans. Euh, je sais pas si toi, tu vois ça aussi, ce genre de réaction. Je Ouais. pense pas que c'est le genre de choses que tu peux faire avec les communautés, les générations plus âgées, qui sont encore un peu dans le fait de se cacher ou de pas prendre trop de risques, tu vois. Ben, ils font des très belles choses, hein, c'est pas ça, mais on va dire qu'ils sont moins critiques par rapport à la situation, ils prennent un peu moins de risques. Et chez les jeunes, ces situations, tu peux le voir d'ailleurs beaucoup plus dans la communauté anglo-saxonne, que moi je suis beaucoup, où ils ont Mhm. un peu d'avance par rapport à ça, et là ils sont Ouais. clairement avancés par rapport à essayer d'être alignés avec ces valeurs. Et en France, on arrive un petit peu à ce niveau-là aussi, petit à petit. Mhm. Ouais, je suis aussi les communautés anglo-saxonnes. J'aimerais bien que nous aussi, Inch'Allah, un jour on arrive à avancer sur ça. Mais oui, je suis totalement d'accord, mais je pense que c'est dû à deux choses peut-être. La première, c'est que ben, les nouvelles générations, on est né en France, on a grandi en France, et la culture française, elle fait totalement partie de notre identité. Et donc, il y a une légitimité à demander, enfin, un sentiment de légitimité plus fort à demander le même traitement que les autres. Ce qui n'était pas forcément le mindset de ceux qui nous précédaient, où, Pas bah, d'esprit. ouais, ah, désolé, l'anglicisme, Je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas trop l'anglais, donc j'essaie ouais, de traduire à chaque fois. merci, trop d'anglicisme. Oui, l'état d'esprit, c'est pas forcément l'état d'esprit de ceux qui nous précédaient qui bah, se disaient bah, je suis pas français donc je vais pas demander parce que voilà. Euh, donc oui, je pense que c'est déjà la première raison, c'est que ben on est français en fait et on a le droit de demander la même chose que les autres. Maintenant, français ou pas français, tous les humains ont le droit, enfin c'est le b.a.-ba quoi, des droits humains, droits fondamentaux. On a le même, on est tous nés égaux et on est censé avoir les mêmes droits. Et la deuxième raison, je dirais que c'est aussi que d'abord la pression se fait de plus en plus forte et comme elle grossit de plus en plus, en fait, on s'en rend compte de plus en plus qu'elle existe et, euh, et enfin la nouvelle génération en fait, à la fois elle voit et elle sait que c'est pas normal. En fait, elle s'en rend compte de plus en plus que c'est pas normal de vivre ce qu'on vit et cette pression elle fait que augmenter. Et en général, enfin en tout cas c'est il me semble, enfin je pourrais pas redire en précision, hein, mais je me rappelle d'un cours que j'avais fait en études de paix, qui nous disait en fait que les populations, les minorités en fait victimes en général ne sont pas conscientes qu'elles sont victimes et que c'est seulement et que le shift, enfin le renversement, le moment où ils agissent, c'est qu'ils sont finalement, ils se rendent finalement compte de l'inégalité de traitement euh, qui les concerne. Et en fait, je pense que pendant longtemps, c'était pas clair. Et je pense aussi que c'était pas clair parce que aussi c'est une situation post-colonisation, etc. Donc ils ont vu, pas pire, mais ils ont vu beaucoup. Il y en a, ils arrivent. Peut-être qu'ils s'imaginent aussi qu'ils continueront à vivre dans les mêmes conditions que dans les colonies, etc. Enfin, après, je spécule. Mais je pense que c'est pas non plus totalement hors des, hors des rails de dire ça. Et donc, en fait, il y a déjà un standard qui est très bas euh, et qui aussi voilà, qui accepte ces choses-là, parce que pour eux, c'est peut-être ça qui est normal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et bah, par exemple, là, tu disais que tu suis beaucoup les anglo-saxons. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'ouverture des médias, etc., la globalisation, etc., on a tous accès à ce qui se passe ailleurs. Et en fait, on regarde ce qui se passe ailleurs et on se rend compte, mais en fait, c'est pas normal ce qu'on vit parce que ailleurs, c'est pas comme ça. Et donc, je pense, oui, il y a une sorte de prise de conscience qui est due un petit peu à tous ces facteurs. Et enfin, aussi, une enfin, un gain de compétences et enfin, les statuts sociaux de chacun ont augmenté. Les populations sont de plus en plus éduquées. Elles sont de plus en plus, voilà, enfin, elles ont un job un peu plus dans des statuts un peu plus élevés. Et du coup, il y a aussi cet aspect-là qui, je pense, n'est pas négligeable. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Quoique,
On pourrait aussi se dire que le fait que les statuts sociaux ben, augmentent, Mhm. enfin je pense hein, que naturellement, que ça va pas être les catégories sociales les plus aisées qui vont manifester en général, par exemple, ou qui se mettent trop en avant parce qu'ils ont beaucoup à perdre aussi. C'est vrai. Ça a un effet, c'est sûr, en termes de la compréhension des choses et à vouloir se faire accepter parce que voilà, ils acceptaient pas en fait d'avoir fait beaucoup d'études, bah, d'avoir travaillé, de faire comme les autres et de pas être traité de la même manière. Mhm. Mais je pense que voilà, les actions sont plutôt menées du coup parce que vous faites, faire des sondages, plutôt dans la communication en fait, que dans des actions un peu plus violentes, enfin violentes, un peu plus publiques comme tout ce qui est gilets jaunes, tout ça. Ouais, mais je pense qu'en tout cas, ouais, il va se passer quelque chose. Enfin, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose parce que c'est déjà on est trop nombreux, donc c'est pas comme si on pouvait agir sur tout le monde de manière assez ferme, on va dire. Mhm. Mais en tout cas, ouais, je pense que d'avoir des leaders comme ça qui font le premier pas, parfois ça peut déclencher un peu, parce qu'après, si on a le soutien du reste de la population, ça lance, ça donne confiance à d'autres personnes qui ne pensaient pas que c'était possible d'agir et d'avoir des réactions comme ça. Mhm. Donc, Inch'Allah, on verra. On verra. En tout cas, j'espère que Dieu vous protégera et vous facilitera Amen. pour la suite, Inch'Allah. Amen, merci. T'as raison. En fait, un constat peut-être que j'ai un petit peu personnellement fait aussi en travaillant sur ça, c'est que t'as deux dire que les jeunes sont forcément plus engagés, c'est peut-être pas toujours vrai, puisqu'il y en a qui et c'est justement dû à cette ce discours de dualité et d'incompatibilité entre être français et être musulman et du coup qui se sentent rejetés et qui à l'inverse vont plutôt se dire bah non en fait je vais rien faire et je vais ils vont être un petit peu dans l'opposition mais en même temps pas forcément dans l'action. Et je pense que ça par exemple ça passe par justement tout ce qui est le travail sur l'identité, la narration et comme tu as dit du coup les médias c'est forcément faut reformuler en fait pour les esprits en fait on se rend pas compte l'importance de ce qu'on dit et l'importance des discours qui sont faits. Et ça, c'est vraiment un travail à faire. Mais il y a un autre point que tu avais soulevé et que je trouvais extrêmement... Ah oui, voilà. Tu disais que en général, c'est pas les personnes, on va dire, plus élevées socialement qui agissent. C'est totalement vrai. C'est souvent ceux qui, justement, sont au bas, entre guillemets, de l'échelle, qui décident d'agir. Mais en fait, voir des personnes en haut de l'échelle, je pense que ça inspire aussi. C'est-à-dire que ceux qui sont en bas se disent, mais moi aussi j'ai le droit d'accéder à ce niveau-là. Et je pense que la représentation, elle est pas négligeable. De Ouais, voir un docteur, de voir je sais pas moi, un avocat, etc. De voir ben, un député, par exemple. Ça donne confiance aussi à ces personnes-là. Et ouais, aujourd'hui, enfin, je suis un peu en train d'aller dans tous les sens, hein. Mais aujourd'hui, malheureusement, je pense que aussi une raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'actions sur le terrain, entre guillemets, genre manif, etc., Gilets jaunes, t'as cité notamment, c'est parce que justement, il y a aussi une crainte, parce que quand on est c'est beaucoup plus féroce, on va dire, beaucoup plus violent quand c'est nous qui descendons dans la rue euh, que quand c'est peut-être d'autres causes. Mais juste peut-être un autre point. euh, c'est que, en fait, aujourd'hui, comme tu as dit, il y a le wokisme, etc. Et il y a les théories, on va dire, anglo-saxonnes qui viennent de plus en plus en France, notamment les questions d'intersectionnalité, etc. Je pense que c'est très intéressant parce que aujourd'hui en France, le cadre théorique, il est très limité et il est très fermé, notamment quand tu vois qu'en fait, on est beaucoup construit sur tout ce qui est universalisme. Donc, en fait, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de, etc. Identité unique, etc. Et, et je pense que ce qui serait bien, ça serait, et que qui vient de petit à petit, hein, c'est que les autres communautés se rendent compte que quand on attaque et quand on s'en prend aux droits d'une minorité, on ouvre le champ aux acteurs, aux agresseurs, entre guillemets, et à ceux qui ont le pouvoir pour élargir ces limitations en droit aux autres. Le moment où tu mets une brèche dans les droits humains, c'est la porte ouverte pour limiter les droits de tous. Et je pense que ça, c'est pas assez clair pour tout le monde, que plus on accepte qu'il y ait des droits, par exemple la loi séparatisme, ça c'est l'exemple parfait, c'est que une fois qu'on ouvre la brèche, par exemple la loi séparatisme, peu d'associations se sont soulevées contre ça, alors qu'en réalité,
beaucoup d'articles à l'intérieur, toucher toutes les associations. Donc toutes les associations sont aujourd'hui beaucoup plus fragilisées dans leur droit justement d'agir. Ce que je veux dire, c'est que une fois que toutes les communautés en France se rendront compte que en fait c'est une cause commune, et pas seulement par compassion en fait, pas seulement par voilà, empathie humaine, mais vraiment parce que c'est cette attaque sur les musulmans, c'est une attaque sur tout le monde. Enfin, l'attaque sur les droits des musulmans, c'est une attaque sur les droits de tout le monde. Je pense que c'est là où vraiment le levier d'action va grandir. Et c'est là qu'enfin, en fait, c'est un peu la convergence des luttes finalement. C'est là qu'enfin on pourra aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Et malheureusement, c'est pas encore compris. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur ça aussi parce que en fait, en tant que musulman, on sait que on doit travailler pour ce qui est juste et interdire ce qui est mal. Et en fait, au-delà de l'aspect nous on souffre et pas du tout victime, hein, c'est une réalité, hein, et que donc on doit agir pour ramener nos droits. C'est aussi un on veut aussi protéger la société dans laquelle on vit et on veut aussi protéger les droits de tout le monde. Et je pense que quand on se met dans enfin, dans cet état d'esprit, nous déjà en tant que musulmans, que c'est pas juste pour notre pomme entre guillemets, même si c'est totalement valable, hein, parce que pour le coup, c'est une réalité, mais aussi que se rendre compte que quand on laisse les choses doucement tomber dans l'injustice, etc., c'est pas juste une société qui est injuste envers les musulmans, mais c'est une société injuste tout court qui va arriver. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus gros à craindre et qui, j'espère, en fait, les communautés non musulmanes s'en rendront compte aussi et agiront, en fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est un tout autre sujet, mais lutter contre certaines causes en groupe, tu vois, avec d'autres assos qui, en fait, luttent contre d'autres types d'injustices ou pour d'autres minorités. C'est vrai qu'il y a, il y a un travail à faire. Après, Mhm. parfois, c'est un peu difficile parce que, tu vois, les autres causes sont en contradiction avec, Ouais. en tout cas, au moins en contradiction avec nos valeurs. Donc, parfois, il y a aussi des choses qu'il faut faire attention et on n'est pas très à l'aise avec ça. Mhm. Euh, moi, je pense que j'ai pas besoin d'y faire référence. Euh, Oui. C'est une question qu'on s'est posée au sein de MF, hein. hmm, Totalement. C'est pas, enfin, oui, c'est une cause, enfin, c'est une question qu'on s'était posée justement au sein de MF sur les partenariats, sur comment gérer ça. Ce qu'on a décidé de faire pour l'instant, parce que, bah, en fait, on n'est pas des experts en religion, des experts en ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. On essaye autant que possible voilà, de rester dans le cadre éthique. C'est que de proposer un guide, et ça c'est un truc sur lequel on travaille, un guide pour être un allié contre l'islamophobie. Donc, quelle action faire si on veut aider, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne marche pas. Par exemple, bah, dire que bah, une action violente, ça va pas forcément nous aider, par exemple. Au contraire, ça va plus nous stigmatiser, etc. hmm. Euh, et donc, oui, proposer un sorte de carnet, de sorte de livret de l'allié. Et, euh, et en fait, bah, si tu es une asso qui veut agir, bah, voilà ce que tu peux faire. Mais, euh, mais voilà, ça veut pas forcément dire qu'on va agir avec toi. Ça, c'est un peu Ouais, compliqué. On est encore en train d'essayer de le naviguer. ouais, ouais. Euh, Non, c'est pas évident, c'est clair. Bah, c'est- je pense, ouais, euh, regarder aussi du côté anglo-saxon, c'est assez beaucoup plus développé à ce niveau-là, notamment du côté des lectures, enfin des lectures, des conférences, ou bien même, je crois qu'il y a un site internet où ils traitent de plein de sujets un peu comme ça. mm, Euh, Omar Suleiman, il en parle souvent de ça. Yasser ouais, Pradi, du côté anglo-saxon. je suis d'accord. Ouais. Donc, eux, ils peuvent vous donner quelques clés, on va dire. Mhm. Voilà, bah écoute, on va terminer sur quelques petites questions, Inch'Allah. Ouais. Qu'on a fait un peu le tour déjà. Ok. Quelles sont les compétences que tu as pu acquérir qui te sont les plus utiles dans la vie de tous les jours? Que j'ai pu acquérir au sein de MF ou acquérir en Au général dans sein la de vie? MF ou en général? Ouais. Euh, En général, je pense que c'est à la fois un état d'esprit et une compétence, c'est être orienté solution et la résolution de problèmes. Je pense que c'est, alhamdoulilah, une des forces, notamment quand tu es dans l'associatif, c'est que bah, y a pas toujours tout qui marche et du coup, tu dois toujours trouver des solutions, toujours faire avec Hmm. ce que tu as. Et en fait, au bout d'un moment, tu as une sorte de débrouillardise qui se développe. Donc je pense que c'est ça, c'est être orienté solution.
Une autre compétence, bah du coup le de leadership que je suis encore en train d'apprendre en réalité. C'est pas quelque chose qu'on obtient. Et puis voilà, je pense que c'est un truc qu'on continue toujours à développer et qui, j'espère, développer un leadership prophétique. Hmm. Euh, une autre compétence, je dirais, je dirais une compétence que j'aimerais bien acquérir pour le coup, enfin améliorer. Ça serait tout ce qui est communication. Ouais, Euh, je pense que c'est vraiment le fondamental. C'est un peu en mode loi de Pareto, le 20% qui gère 80. ouais. La, vraiment, vraiment la communication, c'est le plus important. Hmm. Et je pense que c'est quelque chose, alhamdoulilah, que je suis en train d'apprendre et de développer énormément, surtout ben, grâce à EMF, puisque pour le coup, le leadership, ça passe beaucoup par de la communication. Le travail d'équipe, ça marche beaucoup en- par la communication. Gérer ces Ouais. trois-là, m'arrêter là. Non, je suis d'accord avec toi. C'est hyper, la communication, le leadership, ce sont des compétences utiles de partout. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton travail? Enfin, plutôt à l'EMF, là, pour le coup. Une chose que j'aime beaucoup à EMF et qui me donne de l'espoir, c'est de voir toutes ces personnes qui donnent de leur temps, donnent de leur énergie avec énormément de sincérité pour justement agir pour le bien. Avant de rejoindre EMF, et même au début, quand j'ai rejoint au début EMF, j'étais très, pas défaitiste, mais j'étais en mode, mais il n'y a personne qui fait rien. Je dirais que j'étais pessimiste, voilà. J'étais pessimiste sur l'avenir des musulmans en France. Je pense pas à tort, mais, mais en fait, j'étais engagée. Il faut savoir que j'étais pas engagée seulement à EMF, j'étais engagée dans d'autres associations qui n'étaient pas musulmanes, du coup. Parce que pour moi, les musulmans, ils faisaient pas grand-chose. Et du coup, j'étais en mode, bon, ben, je vais ramener la couleur, l'engagement, mon engagement dans d'autres assos. Et puis, j'ai commencé un petit peu à rejoindre ma MEF, à voir ce qui se faisait. Et en fait, je me suis rendu compte que, ah, ok, c'est une asso qui agit vraiment et qui comprend les, les, les vraies problématiques, même si ça se voit pas peut-être de l'extérieur qu'on est au courant et qu'on essaye de faire, qu'il y a vraiment une volonté de bien faire. Je m'en suis rendu compte plus je m'impliquais, plus que euh, tous ces individus-là qui constituent cette association-là, ils ont une vraie sincérité et je pense que vraiment c'est une des choses que j'aime le plus à EMF, c'est Hmm. cet espoir que ça donne sur notre avenir. Et par exemple, j'en parlais tout à l'heure, notre équipe, il y a beaucoup aussi de courage à avoir à assumer certaines choses et à se battre pour certaines choses. Et ouais, je pense que c'est vraiment ce que j'aime le plus à EMF. C'est ça, c'est les personnes en fait finalement, c'est les personnes et l'espoir qu'elles amènent. D'accord. Quelles sont tes routines préférées? Mes routines préférées. Alors, je l'ai un peu perdu en ce moment parce que c'était ma période d'examen et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est ma morning routine. J'en ai une très. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien être dans voilà, le calme, la douceur le matin. Venez pas me parler le matin. Hmm. J'aime bien que ce soit silencieux. Donc, la prière, un petit peu de doha, etc. Un peu de Qur'an. Et ensuite, malheureusement, encore une fois, que j'ai perdu. Donc, j'ai l'impression d'être un peu une escroc en disant ça, parce que les dernières semaines, ça n'a pas été le cas. Mais ensuite, un bon petit thé avec... ma mère m'en veut, parce que je prends le petit-déj toute seule, mais petit-déj toute seule, pas Ouais. en famille. Mais, voilà, un petit peu de lecture. Vraiment, méditation, écriture. J'aime bien écrire. Surtout le matin, j'essaie de vider tout ce qu'il y a dans mon esprit. C'est pas vraiment une routine, mais c'est une habitude qui pour moi est extrêmement importante, c'est de bien m'organiser, avoir un calendrier bien au clair, bien essayer, parce que c'est pas facile, de garder un bon équilibre entre vie perso, vie familiale, etc. Donc, ouais, s'organiser. Je pense que ça prend beaucoup de temps. L'acte même de s'organiser prend du temps. Et donc, j'ai vraiment tout un sort oui, de routine où je m'assois, je planifie mon temps, je planifie ma semaine. Donc voilà, je pense que ce serait ça. Génial. Est-ce que tu as une recommandation de livre ou de documentaire ou de film, ouais, qui t'a particulièrement marqué? Oula. Voyons voir. Bah, du coup, pour citer des livres, je dirais, d'abord, il y en a un que je suis en train de lire en ce moment.
qui je pense être intéressant, même si je l'ai pas fini, c'est Ego is the Enemy. Donc je pense qu'il doit exister en français, c'est L'ego et l'ennemi. Un Tu sais livre de pas qui? mal. Alors de qui? Attends, je dois. Oula, faut que je le retrouve, mais il doit être ouvert. Alors, c'est pas Ryan Holiday? Ah oui, je crois. Je crois que oui. Ouais, 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 ouais. trouvé sur Google. Oh, Ouais. merci. Efficacité. Euh, Sinon, il y en a un que j'ai lu, mais je pense pas qu'il est traduit, hein. Mais c'est Productive Muslim, qui te Ouais, donne. Mohamed Faris. C'est ça. Il est pas mal lu. Hmm. J'ai beaucoup aimé, du coup. Et sinon, oui, déjà, ces deux-là, ils sont pas mal. Après, personnellement, hein, je conseillerais tout ce qui est Omar Suleiman, j'aime beaucoup. Yasmina Mogahed, son livre pareil, malheureusement pas traduit. Je crois qu'il Mais est, si, je crois qu'il est traduit ouais. maintenant. Ouais, ouais. Ah bah parfait. Ah bah parfait, Je bah crois qu'il a été traduit récemment. Donc c'est Reclaim Your Heart en ouais. anglais. Renoue avec ton cœur, ouais. Ah bah je savais pas. Mais, Euh, mais du coup, Omar Suleiman, il est traduit et c'est vraiment pour le coup des auteurs que je conseille même à écouter en fait, à regarder Yakin Omar Institute. Suleiman, il y a un livre traduit. Oui, ouais, Allah aime, que je sais que on l'a acheté il y a pas longtemps avec ma sœur. Il a des livres traduits, mais il se trouve Ouais, sur oui, Amazon. je savais pas. Ouais, ouais. Allah Ou en aime librairie, en fait. sur Amazon, il y est. Oui. Ok. Mais en général, ouais, vidéo, je dirais même, oui, je pense que c'est malheureusement pas tout le monde parle anglais, mais c'est vraiment intéressant de voir ce qui se fait de l'autre côté, à la fois de la Manche et du Pacifique, de l'Atlantique, malheureusement, mince, de l'Atlantique. Je pense que c'est très très intéressant. Génial. Et enfin, si on souhaite suivre un peu ce qui se passe dans l'asso ou bien devenir bénévole, ou tu deviens bénévole, c'est ça? Ou il y a autre chose? Mhm. Bénévole ou bien juste suivre ce qui se passe? Alors, donc, pour suivre, s'il y a les réseaux sociaux, donc on a une page Insta, on a une page Facebook, on a une page LinkedIn même, moins active, mais LinkedIn aussi, Twitter. Donc, à chaque fois, c'est EMF Asso, tout collé. Donc, EMF Asso, ben, ASSO. Pour participer, entre guillemets, ben, si vous êtes étudiant, ou même pas étudiant, il y en a qui viennent tout juste, tu sais, des jeunes professionnels qui viennent tout juste de sortir. Ben, en fait, c'est possible de rejoindre la section de votre ville. Donc, par exemple, ben, si vous êtes sur Marseille ou autre, il suffit de envoyer un message peut-être à EMF Asso, du coup, sur nos réseaux, en mode, ben, moi, je suis dans telle ville, est-ce qu'il y a une section, est-ce que je peux la rejoindre? Et on redirige les personnes vers le bon endroit. Ça se fait très, très souvent. Ensuite, il est possible d'adhérer. Donc ça, c'est une fois qu'on a rejoint, adhérer, en fait, ça nous aide à la fois d'avoir une présence et d'avoir une légitimité, puisque ça signifie qu'on a tel nombre de personnes qui nous soutiennent. Mais c'est aussi pour les personnes qui adhèrent accès à certains événements moins chers, certaines choses. Voilà, ça dépend des sections. Il y a des sections qui proposent beaucoup plus de, entre guillemets, privilèges. Euh, mais après, c'est pas non plus conséquent, hein, c'est juste, voilà. Et on peut donner des dons. Pour le coup, AMF elle fonctionne vraiment principalement sur les dons des personnes. On en a besoin pour fonctionner. Enfin, et quand je dis fonctionner, c'est même pas pour payer les personnes, parce qu'on est tous bénévoles. C'est vraiment pour fonctionner quand on crée un événement, quand on veut faire une distribution alimentaire. Euh, on a besoin de dons, on a besoin de subventions. Même les entreprises et tout, s'il y a des entreprises qui veulent, je sais pas moi, aider à la fois à travers bah, même des trucs en mode des biens naturels, genre par exemple, je sais pas moi, de la nourriture ou autre, du matériel, ça pareil. Euh, Comment on peut aider aussi? Oui, je pense que c'est l'essentiel de comment participer slash être membre. Euh, Vous pouvez, ben, en fait, rien que sur les réseaux, s'il n'y a pas de section dans la ville, ben, par exemple, quand on lance des sondages, pour nous, c'est extrêmement précieux chaque témoignage. Quand on repartage les, les posts, ça nous aide énormément. Je pense que c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Ok, très bien. Et si une personne, un auditeur ou une auditrice a une question à te poser personnellement ou par rapport à cette interview, est-ce que c'est possible? Oui,
Ouais, je suis sur LinkedIn. Attends, c'est quoi mon LinkedIn? Bah, Lubna Rekik, du coup. Ouais, Mais ouais, ok. je pourrais te partager, je sais pas moi, le, le lien là. Je sais pas si Lien ça se met LinkedIn? en. Ouais, 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 mais je Ouais, crois que je te l'ai déjà, donc ouais, c'est bon. Sinon, je ne le trouve pas, je te demanderai, Inch'Allah. ça marche. Bah écoute, Lubna, je suis Ouais. très heureux de t'avoir accueilli aujourd'hui. On a parlé de problématiques. On a pu voir comment, en étant étudiant, on peut avoir un énorme impact. Tu sais, toujours souvent, on repousse. Je suis Mm. trop jeune pour faire Ouais. quelque chose, puis après, il faut que je travaille, je viens de commencer à travailler, puis après, je me marie, puis après, je dois m'occuper des enfants. Toujours des Mhm. excuses. C'est Donc, vrai. investissez-vous. C'est ça le message, je pense. Investissez-vous. Il n'y a pas d'âge trop jeune à partir du moment où on a fait suffisamment d'études, même encore plus tôt peut-être, pour commencer Mm. à s'investir et à essayer de changer les choses. Ouais. Et pour ça, je vous félicite pour votre travail et j'espère que je prie Dieu vraiment qui vous facilite et qui vous guide Mm. dans vos choix. Et merci. Non, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Lumna, je te souhaite une très bonne journée, parce qu'il est encore tôt chez toi, midi, peut-être bon déjeuner. Et à très vite, j'espère. Salam alaikum. Ah, comme salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.